Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour une nouvelle interview de Référence Petite Enfance, le podcast qui donne la parole aux pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre Moisset, qui est sociologue de la petite enfance. Pierre, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la sociologie de la petite enfance et c'est quoi ton travail ? Donc je m'intéresse effectivement à l'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire tous ceux qui sont impliqués, justement aussi à l'exception des jeunes enfants, puisque moi en tant que sociologue, je n'ai pas une formation qui me permet de recueillir, de travailler le point de vue des jeunes enfants. Ça c'est plutôt effectivement le domaine d'expertise des psychologues, des neurosciences et des domaines en tout cas qui sont dotés des outils qui leur permettent de mesurer, d'observer et de réfléchir à ce que les jeunes enfants vivent, comment ils le vivent et comment ils évoluent, etc. Donc moi je m'intéresse à tout le reste, c'est-à-dire les parents, les professionnels, les politiques, les accompagnateurs de professionnels, tout le contexte des politiques d'accueil du jeune enfant. Il n'y a pas beaucoup de monde en sociologie qui travaille spécifiquement sur les questions d'accueil de la petite enfance et de petite enfance. Il y a quelques sociologues de l'enfance, mais on va trouver peut-être encore plus rarement des sociologues autour de vraiment de la toute petite enfance. Quand je t'ai connue, en fait, c'était par les pros de la petite enfance, le site internet d'information de Catherine Lelièvre. Et donc, je lisais tes chroniques. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça, c'est un métier que je connais pas. Et l'article en particulier que tu as écrit qui m'a poussé à te contacter à l'époque, c'est celui où tu avais sorti des résultats de recherche sur la façon dont les professionnels de la petite enfance percevaient le travail en microcrèche et comment était perçue la microcrèche par les pros de la petite enfance. Et j'avais bien aimé ton article parce que pour une fois, c'était quelque chose d'assez positif. Et moi, en tant que gestionnaire de microcrèche, j'étais ravie de découvrir ce point de vue positif sur les microcrèches. Comment t'es arrivé en tant que sociologue à devenir sociologue de l'accueil petite enfance ? Moi, j'étais en fait sociologue de la famille de formation, en doctorat de sociologie de la famille, qui portait sur toute autre chose, qui portait sur les questions conjugales en fait. Dans mes premiers travaux, dans les premières recherches de boulot que j'ai fait pour commencer à vivre ma vie, à gagner ma vie en tant que sociologue, j'ai contacté le Conseil général notamment de Seine-Saint-Denis à l'époque, et qui m'a amené à avoir mes premières études en tant que consultant autour de la petite enfance, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Je connaissais pas ce domaine, je n'étais pas parent, donc je débarquais vraiment par opportunité, on va dire à l'époque, vraiment par opportunité. C'était une commande, quoi. C'était une commande qui, quand j'aurais dit que j'étais sociologue de la famille, ils ont fait le lien, ils ont dit, contactez le service des crèches. Et le service des crèches avait à l'époque une chef de service qui était assez dynamique, qui commandait plein d'études, plein de démarches auprès de son service, parce que le département de Seine-Saint-Denis est un des rares départements gestionnaires de crèches en France, avec le Val-de-Marne. Ils ont un grand service d'une 50aine de crèches départementales. Et donc là, ils avaient un projet d'une grande étude auprès des parents usagers des crèches départementales. Mais au préalable, j'ai fait une toute première étude par entretien auprès des professionnels des crèches départementales. Donc j'ai eu l'occasion d'interroger, on va dire, une quinzaine de professionnels, EJE, auxiliaires de périculture, puéricultrices, directrices d'établissement, etc. Et puis après, j'ai eu l'occasion de faire ma première grosse étude, une étude par questionnaire, 1000 questionnaires auprès des parents usagers des crèches départementales et 50 entretiens auprès de ces mêmes parents. Donc ce sont 2 démarches très différentes en sociologie, ce qu'on appelle une démarche quantitative, les questionnaires, et une démarche qualitative, les entretiens. Donc voilà comment j'ai mis le pied à l'étrier, et donc après je me suis retrouvé de fait dans la petite enfance. Ce qui était une opportunité au départ est devenu finalement un intérêt, puisque j'ai découvert un domaine, j'ai découvert des métiers, j'ai découvert des dilemmes, j'ai découvert des enjeux autour de ce métier. Et finalement, je m'y suis senti assez vite, assez bien. J'ai continué à travailler après en tant que sociologue dans ce domaine-là. Dans un premier temps de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé autour du point de vue des parents.
que ce soit donc dans cette première étude ou dans ce qu'on appelle des diagnostics territoriaux, c'est-à-dire des études de besoins de mode d'accueil de la petite enfance sur des territoires, sur des villes. Moi, ça m'a amené à faire plusieurs études par questionnaire, par entretien, plus ou moins fouillé, sous différents angles, auprès des parents dans toutes les situations d'accueil possibles et imaginables. Accueil en crèche, accueil en halte garderie à l'époque, accueil en assistant maternelle non agréé, des femmes qui accueillaient elles-mêmes leur enfant de manière contrainte, des femmes qui accueillaient elles-mêmes leur enfant de manière choisie. Donc voilà, j'ai pu explorer un peu la parentalité dans pas mal d'états, dans pas mal de strates, on va dire, de l'univers social, ce qui m'a vraiment amené à réfléchir sur la question de qu'est-ce que c'est que la parentalité, qu'est-ce que c'est qu'être parent, et notamment qu'est-ce que c'est qu'être parent en étant confronté à cette question de l'accueil de son tout jeune enfant. Parce que quand on y pense, quand on revit, quand on déplie un peu cette situation, on s'aperçoit que c'est un petit peu fou. Déjà, c'est déjà un petit peu fou de devenir parent, et ça devient aussi encore un peu une pirouette supplémentaire de dire je deviens parent, tout en mettant en place l'accueil de mon jeune enfant, de mon très très jeune enfant. En France, un peu c'est une particularité française, on fait accueillir les enfants très tôt en France par rapport à d'autres pays. Entre-temps, je devenais parent aussi, donc ça m'a permis de me prendre moi-même comme objet d'étude, par ailleurs, et de comprendre quel type de parent j'étais par rapport à ce que j'observais. Et dans un second temps de ma carrière, donc depuis maintenant, je dirais 6-7 ans, je suis beaucoup plus sur la question des professionnels. C'est-à-dire que je fais beaucoup moins d'études auprès des parents directement, même si c'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai récemment fait une étude sur les parents en situation de pauvreté, les parents de jeunes enfants en situation de pauvreté. Mais je travaille beaucoup plus sur le point de vue, les pratiques professionnelles des professionnels d'accueil de la petite enfance, tant de l'accueil collectif que de l'accueil individuel. Et je me pose cette question un petit peu rhétorique, mais qui me permet aussi de stimuler la réflexion, y compris avec les professionnels, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que le bon travail d'accueil du jeune enfant? Qu'est-ce qu'on fait comme œuvre, comme ouvrage? Qu'est-ce qu'on fabrique quand on est un professionnel de la petite enfance, qu'on a un professionnel de l'accueil de la petite enfance et qu'on a fait passer une plus ou moins bonne journée aux enfants? Et comment on ressent ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu avec les enfants? Voilà, je m'intéresse beaucoup à ça ces derniers temps. D'accord. Bah écoute, moi aussi, je me demande depuis 15 ans ce que c'est que le bon accueil de la petite enfance et du jeune enfant. Et donc, si je comprends bien, pour résumer, donc ça fait 25 ans finalement que tu es sociologue et tu t'es spécialisé dans l'accueil de la petite enfance. Et ce que tu dis, ce que tu précises, c'est qu'en fait, quand on est sociologue, dans ta situation, en fait, tu t'intéresses à tous les acteurs, tu travailles sur tous les acteurs, les points de vue, donc parents, professionnels, politiques, mais tous les adultes finalement, et pas les jeunes enfants. Ça, c'est intéressant. Et ton travail, en fait, c'est de la recherche. Donc, de la recherche qui passe par des entretiens, des questionnaires et des entretiens. Et donc, tu as eu une grosse expérience sur un premier volet sur le côté parent, avec notamment les besoins des parents, de quoi ils ont besoin. Et donc, tu as vraiment connu la parentalité dans tous ces états. Et ensuite, tu as un deuxième volet où tu es parti complètement du côté des professionnels de la petite enfance pour comprendre les pratiques et les points de vue des pros de la petite enfance dans leur travail d'accueil. Alors, ton quotidien de sociologue, c'est quoi? Suite à ces expériences-là qui ont duré longtemps, tu as aussi développé un volet conférences et formations. Pour tout ce qui concerne conférences et formations auprès des professionnels de la petite enfance, parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Moi, je me nourris beaucoup aussi dans le contact avec les professionnels. Et si la rencontre est réussie, c'est quand je travaille vraiment avec les pros, c'est-à-dire que je vais les interpeller sur leur vécu. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble sur ce qu'elles vivent avec les enfants, ce qu'elles vivent entre elles, entre collègues, ce qu'elles vivent par rapport à l'environnement, les parents, la société ou la collectivité, etc. Ce qu'elles vivent en équipe, ce qu'elles vivent entre pros. Et ça, c'est vraiment le point qui m'intéresse. Et ça, par exemple, pas mal de mes chroniques sur le site Les Pros de la petite enfance sont inspirées directement d'anecdotes que j'ai recueillies en formation et que je retravaille sous forme de petites histoires, de petites vignettes qui, pour moi, déplient une réflexion beaucoup plus large sur ce qui est en train de se jouer pour les professionnels. J'aime beaucoup les conférences, il y a un petit côté show et tout ça, mais qui me donne moins ce contact-là. L'interactivité. En fait, tu as tiré tes formations et tes conférences de ces milliers d'interviews de pros et de parents que tu as réalisé en fait des milliers d'interviews et de questionnaires dans tes recherches. Et maintenant, tu travailles en fait avec les pros sur le terrain. Donc, c'est quoi? C'est des crèches qui te passent commande? C'est des départements? Oui, en fait, on est à différents échelons. Ça peut être soit des établissements pour leur équipe, soit, par exemple, je suis intervenu une journée entière pour un petit réseau de micro-crèches dans le département de la Loire, en l'occurrence. Je vais intervenir bientôt pour la communauté de Valence pour une des crèches, parce que j'ai déjà fait une conférence auprès de l'ensemble du service. J'avais passé une journée avec l'ensemble du service, donc là, il y a beaucoup de monde. Et deux directrices de crèches se sont mis ensemble pour appareiller leur journée pédagogique et que j'y retourne pour avoir un travail spécifique avec leurs deux équipes.
Et c'était quoi le thème? Le thème le plus récurrent qui m'est demandé au fil des années, c'est quand même autour des relations parents-professionnels, puisque c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Mais j'ai aussi travaillé des thèmes qui sont plus spécifiquement pro versus pro, c'est-à-dire les relations entre professionnels, faire équipe ou s'accorder, se coordonner entre professionnels au sein d'un établissement, au sein d'une action auprès des jeunes enfants. Mais c'est vrai que le plus fréquent, c'est les relations parents-professionnels, parce que c'est quelque chose qui est transverse aussi aux crèches et aux assistants maternels, parce que parfois, ce sont des relais petite enfance qui me commandent une formation pour des assistants maternels qui se rendent disponibles un soir ou un samedi. Et là, on va se retrouver à 20, 30, en fonction des gens qui sont disponibles. Et je travaille avec des assistants maternels à ce moment-là. Ok, donc finalement, ton travail de sociologue, c'est interviewer les pros ou les parents et en tirer des enseignements. Et puis ensuite, grâce à tout ce travail, tu as pu développer des axes pour accompagner les pros de la petite enfance sur le terrain. Donc que ce soit en conférence ou en formation. Et en plus, tu écris beaucoup de chroniques qu'on peut tous lire. Donc ça, c'est vrai que c'est très sympa. Moi, je lis toutes tes chroniques dans les pros de la petite enfance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail auprès des micro-crèches et justement la chronique dont on parlait tout à l'heure? Alors, concernant les micro-crèches, l'article qui nous a amené à se rencontrer, c'est un article qui est issu d'une de mes recherches récentes par questionnaire auprès de professionnels de l'accueil collectif. C'est une étude que j'ai faite pour l'association La Belle Vie, anciennement Écolo-Crèche, qui est une étude dont l'objet initial était de savoir ce qu'il en était de la qualité de vie au travail dans l'accueil collectif de petite enfance, sur l'ensemble des établissements d'accueil collectif de petite enfance, les crèches, les multi-accueils, etc., et donc les micro-crèches. De renseigner d'une part ce grand objet central qui était cette question de la qualité de vie au travail sous différents aspects, physique, psychique, relations management, relations d'équipe, etc., relations aux parents, bien sûr, sentiment de faire du plus ou moins bon travail avec les jeunes enfants. Comme c'était la Belle Vie qui commandait l'étude, la question c'était est-ce que le fait d'initier dans son établissement une démarche de labellisation Label Vie ou d'un autre type de label qualité, puisqu'il y en a plein d'autres, que La Belle Vie, il y a l'AFNOR qui a fait donc Calicrèche, Certicrèche, savoir si le fait qu'une équipe, qu'un établissement se lance dans un label qualité, ça avait un effet sur cette fameuse qualité de vie au travail. Donc, est-ce qu'il y avait des effets, première question, et est-ce que la Belle Vie par rapport aux autres labels faisait la différence en termes d'effet sur l'équipe quand on s'engage dans une démarche, on va dire, écologique plutôt qu'une démarche axée qualité client, qualité usager parent. Ça, c'est pour vous présenter l'étude dans sa globalité. Voilà, j'ai fait pas mal de tri pour savoir qui étaient les professionnels qui se sentaient le mieux par rapport à différents indicateurs dans leur travail, en termes de relations d'équipe, relations management, sentiment de faire du bon travail auprès des enfants, sentiment d'être dans des locaux de plus ou moins bonne qualité en termes de isolation phonique, thermique, organisation, luminosité, etc. Et surprise, ce qui est ressorti, ce sont les professionnels qui sont en micro-crèche qui, sur beaucoup d'indicateurs, qualité des relations d'équipe notamment, qualité de la cohésion, de la cohérence d'équipe, cohésion, on s'entraide, cohérence, on a des valeurs qui sont similaires, qui sont suffisamment proches, on a l'impression d'agir avec des directions suffisamment communes auprès des jeunes enfants. Voilà, ces professionnels en micro-crèche qui sont des professionnels qui sont globalement plus jeunes que les professionnels qui travaillent dans l'ensemble des établissements d'accueil du jeune enfant, qui sont aussi moins formés, ça se ressentait très très nettement. Et ben ces professionnels-là étaient beaucoup plus heureuses, on peut le dire comme ça, que les autres professionnels. Il y avait vraiment un sentiment de cohésion, de cohérence, de qualité des locaux et de qualité de l'action auprès des enfants, qui était notablement plus forte que dans les autres établissements. Donc voilà, ça m'a amené à faire une chronique, même un article. Ça, on avait fait un dossier spécial avec Catherine Lelièvre des pros de la petite enfance qui était tiré de cette étude, parce que Catherine l'a porté, puisqu'elle a permis aussi la diffusion en partie des questionnaires liés à cette étude. Donc on a commencé à ouvrir un dossier pour traiter des différents résultats de cette étude. Et cet article s'appelait donc Le bonheur est dans la micro-crèche, ce qui m'a permis de déplier ces différents résultats et d'essayer de comprendre les raisons de ce bonheur particulier du travail. Donc attention, on distingue bien, c'est le bonheur professionnel, c'est un bonheur dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'on s'occupe mieux des enfants, c'est plutôt un bon signe, normalement c'est corrélé et tout. Mais je peux pas passer tout de suite en disant, moi je peux juste me dire c'est plutôt un bon contexte, mais ça, je ne peux pas en déduire qu'il y aurait une meilleure action. Qu'il y aurait un meilleur travail, un meilleur accueil. Mais en tout cas, on peut se réjouir des résultats de cette étude parce que c'est quand même assez rare que les micro-crèches soient mises en avant de façon positive dans les médias et sur la scène publique. On a beaucoup de critiques. Et nous, les gestionnaires de micro-crèches, on a beaucoup parlé de ton article. Et je mettrai le lien de cet article dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs qui voudraient le voir et qui n'ont pas à l'époque lu l'article le retrouvent facilement. Tu m'as intriguée quand même si c'était pas le sujet de l'interview. Est-ce que tu peux du coup
me dire si l'effet du label était positif sur les équipes de crèche. C'était quoi les conclusions en gros de ton étude? Les conclusions, en fait, donc pour La Belle Vie, on avait lancé la recherche comme ça, parce que moi je connais donc Claire Grelot, hein, fondatrice et présidente de l'association La Belle Vie, qui m'avait déjà évoqué il y a quelques années qu'ils avaient constaté que la mise en place de leur label dans les établissements faisait baisser l'absentéisme professionnel et faisait baisser le turnover professionnel. Alors que le label n'est pas du tout orienté là-dessus. C'est un label assez technique de gestion des fluides et des toxiques en rapport avec une dimension écologique, hein. C'est utiliser des solvants moins agressifs, utiliser des produits de nettoyage moins agressifs, et la question de la gestion des fluides, eau et énergie. Donc on est sur quelque chose d'assez technique, donc c'était pas trop attendu cette dimension. Et moi j'avais trouvé ça en termes de recherche hyper intéressant, cette espèce d'effet collatéral inattendu. Et je me dis, bah, on devrait faire un truc là-dessus, c'est assez amusant, quoi. Et alors, donc effectivement, avec l'étude, on a pu démontrer que les professionnels qui sont dans un établissement qui est engagé ou déjà certifié dans une démarche Label Vie ont un taux d'absence des professionnels de plus de 5 jours. Là, on parle des professionnels, des absences cumulées sur le dernier mois écoulé de plus de 5 jours. Alors, c'est un peu technique, c'est pour dire qu'en fait, les absences, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de fond d'absence constant chez l'ensemble des professionnels qui sont, on va dire, des petites absences liées soit aux petites maladies ou aux petites maladies d'enfants. Dans une vie d'adulte, on a souvent, dans le dernier mois écoulé, 1 ou 2 jours de boulot qui vont sauter parce qu'on a eu soit nous-mêmes une petite crève, soit un enfant, un empêchement, une visite médicale, quelque chose. Donc ça, c'est assez constant, ça varie pas trop en fonction du contexte. Par contre, celles qui sont préoccupantes, c'est les absences de plus de 5 jours cumulés. Là, ça veut dire qu'on commence à avoir des gens, soit qui sont très malades, soit qui sont très mal par rapport à leur boulot, enfin qui commencent à être un peu plus mal par rapport à leur boulot. Et justement, c'est là-dessus que La Belle Vie joue, et qu'il joue notablement et par rapport à une absence de label, et par rapport à tous les autres labels. C'est que La Belle Vie a vraiment un effet spécifique de renforcer la cohérence et la cohésion d'équipe, ce qui renforce l'engagement dans le travail, et ce qui permet de faire baisser ce type d'absence, notamment les absences donc, de plus de 5 jours, qui sont les absences les plus pénalisantes pour les équipes et la gestion de l'équipe. Donc oui, la réponse est oui. Comme si l'engagement de l'entreprise générait de l'engagement chez le salarié. Et c'est vrai que La Belle Vie, moi, je les ai connus à l'époque, il y a 10-15 ans, c'était Écolo Crèche. Et c'est un label qui est très terrain, en fait, où on est proche des gens, en fait. On n'est pas dans une institution qui est assez loin. Je pense que ça peut jouer aussi par rapport aux autres labels. Oui, et surtout, je pense, moi, l'hypothèse supplémentaire que je fais, c'est que, bon, j'ai un sentiment, mais ça n'engage que moi en tant que personne. Bon, je suis plutôt ami, on va dire, avec Claire Grelot. C'est quelqu'un que j'apprécie pour son engagement et sa sincérité d'engagement. Donc là, on pourrait me dire, vous n'êtes pas objectif, monsieur sociologue. Mais bon, je crois avoir construit un questionnaire assez objectif et l'avoir manipulé de manière objective. En fait, pourquoi la Belle Vie a cet effet-là? Parce que beaucoup des autres labels sont sur une dimension qualité usager parent. C'est-à-dire à quel point je satisfais bien, est-ce que j'ai répondu dans un délai suffisamment court à les demandes de parents, est-ce que j'ai fait suffisamment de rencontres avec les parents dans l'année. Donc on est vraiment sur une dimension de qualité usager consommateur, si on veut, parent. Et ça restreint le sens de l'action. En fait, quand on travaille dans la petite enfance, on n'est pas en train de satisfaire des parents. On est notamment en train de satisfaire des parents, mais par ailleurs, les professionnels ont le sentiment, à raison, d'accomplir une mission sociale, une mission sociétale, qui est bien plus large que simplement satisfaire des horaires de parents, des horaires de travail, des choses comme ça. On leur dit d'ailleurs, hein, il y a une sorte de rhétorique politique autour de ça qui dit vous soutenez l'avenir, le futur, tout se joue dans les premières années, etc. Et justement, un label écolo, qu'est-ce qu'il a comme dimension supplémentaire? C'est que on travaille quand même à un avenir de manière extrêmement large, hein, puisque cet avenir il est compromis aujourd'hui pour des raisons écologiques, et là, on vous dit, pour des jeunes enfants, dans votre action quotidienne, dans votre travail, en plus avec des jeunes enfants qui sont les porteurs d'avenir par excellence, on vous permet de travailler avec cette dimension qui est en même temps extrêmement technique, très concrète, hein, c'est-à-dire, encore une fois, comment je gère mes flux quotidiens, et en même temps qui est extrêmement symbolique, hein, extrêmement sociétal, c'est-à-dire, je suis pas en train de satisfaire des usagers qui sont les usagers de la date T aujourd'hui, voilà, c'est bien, je les ai satisfaits, je suis content. Non, je suis en train d'œuvrer lentement et constamment à un meilleur avenir pour ces enfants qui ont été exposés à moins de toxiques, et un changement de pratique pour moi-même et autour de moi. C'est-à-dire, je sais que je peux nettoyer avec du savon et du vinaigre, et que je balance dans la nourriture beaucoup moins de molécules, et que j'expose ces jeunes individus à beaucoup moins de perturbateurs endocriniens, etc., etc. Et ça, je pense que, vous voyez, ça magnifie, et ça la met à sa véritable place, cette mission d'accueil. Donc je pense que c'est pour ça que le crèche a cette aura particulière. Ouais, il y a à la fois la personnalité de Claire Grelot, l'implication sur le terrain et la proximité, le lien en fait qu'on ressent avec eux parce qu'ils sont dans notre secteur depuis très longtemps, et leur spécialisation sur la crèche, et à la fois le sens parce que aujourd'hui l'écologie c'est un incontournable, et que ça répond à une vraie préoccupation des pros de la petite enfance.
grâce à toi, dans cet épisode, je comprends beaucoup mieux ce que c'est que la sociologie de la petite enfance et de l'accueil petite enfance. Et j'espère que les auditeurs ont appris quelque chose sur donc l'un de nos métiers finalement, même si tu es un représentant d'une toute petite, un tout petit groupe de professionnels de la petite enfance. Mais voilà, on a un métier aujourd'hui qui est représenté, c'est le sociologue de la petite enfance. Et donc, grâce à toi, on en apprend régulièrement beaucoup, puisque tu réponds à beaucoup de demandes de recherche sur le secteur, des recherches qui sont commandées par la CAF, le département, etc. Et ça permet en fait de bien connaître notre secteur, de définir des orientations politiques. Ça permet vraiment de bien connaître le métier, quoi, et l'évolution du métier et de la société. En tout cas, ça permet de les travailler. Je ne sais pas si ça permet de bien les connaître, parce que encore une fois, c'est un ouvrage qui est assez long, assez ample, et moi je suis qu'un parmi d'autres. La recherche, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste le fait que on a un raisonnement, et on a un raisonnement de manière explicite, c'est-à-dire dont les différentes étapes restent toujours présentes à l'esprit pour qu'on n'ait pas de contradiction, qu'on ne change pas de raisonnement en cours de route, ce qui nous arrive très très couramment dans la vie courante, quand on discute, quand on essaie d'élaborer une vision, on prend beaucoup plus de liberté finalement avec les règles de la raison et les règles de la recherche, parce que c'est normal, au quotidien on n'est pas des chercheurs, on est des individus et on essaye juste de vivre une vie que l'on ressent comme étant un minimum, d'une cohérence minimale. Et ben quand on fait de la recherche, quand je le dis aux professionnels, moi je les incite à avoir un esprit de recherche professionnel, au sens où quand on observe un enfant, quand on observe une situation d'un enfant avec un professionnel, un enfant avec un parent, etc., il faut se poser des questions, il faut avoir une sorte d'hypothèse en fait. C'est dire, voilà, qu'est-ce que je vais observer et pourquoi je vais l'observer. Et quand je l'aurai observé, qu'est-ce que je vais en déduire. Et tout ça doit être présent à l'esprit. Parce qu'on ne peut pas avoir des déductions qui sont en contradiction avec son observation. Et quand on fait ça, on va déjà découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Parce qu'un truc qui est génial dans la recherche, c'est qu'il y a une forme de poésie, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, on a des visions en tête, bien sûr, qu'on a des a priori en tête, qu'on travaille un petit peu. Mais si on prend le risque d'aller chercher des choses dans le réel, eh ben on peut avoir des belles surprises. Et avoir des surprises, c'est-à-dire se faire totalement dérouter. Ça ne sera pas justement une question, une réponse en oui ou non, j'ai trouvé ce que je voulais, ou non, j'ai pas trouvé ce que je voulais, c'est j'ai trouvé ce que je cherchais pas. Et des fois c'est emmerdant, je sais pas trop quoi en faire, mais souvent c'est très amusant. Et que les professionnels puissent connaître ça, avoir des petites démarches pour pouvoir connaître ça avec des enfants, pour pouvoir connaître ça avec des adultes, avec elles-mêmes, je trouve ça vachement sympa, parce que, mais aussi ça fait avancer. Entre parents et professionnels, on peut avancer autour de justement un travail de compréhension de l'enfant qui se fait par quelque chose qui est apparenté à de la recherche. Après, bien sûr, il y a beaucoup plus d'affect, il y a un engagement personnel qui n'est pas le même, mais comprendre un enfant, c'est quand même faire des hypothèses sur qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il nous manifeste avec son absence de parole, souvent, et comment on peut réagir à ça. Et des fois, on se gourde, des fois, on découvre quelque chose de tout à fait autre, mais il faut prendre ce risque, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, écoute, je ressens beaucoup de passion dans la façon dont tu parles de ton métier. Ça, c'est indéniable. Je pense que t'es un passionné, t'es hyper investi auprès des pros de la petite enfance. C'est une découverte, je pense, pour beaucoup de pros de la petite enfance. Et je te remercie beaucoup pour ce temps et pour tout ton travail auprès de nous. Tu fais partie de ces pros qui élaborent autour de l'enfant, autour de l'accueil. Finalement, la meilleure façon de s'occuper des enfants, c'est d'en parler et d'y réfléchir. Est-ce que, pour finir, tu as une suggestion à me faire sur un prochain invité que tu aimerais entendre dans le podcast ? Une suggestion qui vient tout naturellement, c'est Claire Grelot, pour son parcours et son action via l'association La Belle Vie, parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très élaboré, très sincère, très honnête, très engagé dans la petite enfance et avec cette dimension sociétale supplémentaire qui apporte aujourd'hui à la petite enfance toute sa portée réelle. Super idée, je vais pas manquer ce rendez-vous. Et toi, je te propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour parler d'une des thématiques que tu as le plus développées avec les pros de la petite enfance. À bientôt, Pierre. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast.